Bonjour, bienvenue sur la chaîne AME-AFEF pour ces deuxièmes rencontres hépato, dont la thématique aujourd'hui est la stéatopathie métabolique. Nous allons commencer par une première séquence sur l'ampleur du problème et les données épidémiologiques. Et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Rodolphe Anti du CHU de Nice pour nous en parler. Bonjour Rodolphe. Bonjour Maëva. Est-ce que tu peux commencer d'abord par nous donner les terminologies pour parler des différentes entités histologiques qui sont regroupées sous le terme de stéatopathie métabolique? Alors en effet, sous le terme de stéatopathie métabolique, on désigne ce qu'on appelle en français également les maladies du foie gras non alcoolique, qui est la traduction littérale de ce que les Anglais nomment la non-alcoolic fatty liver disease, ou NAFLD. Cette entité regroupe deux spectres d'anomalies. D'une part, la stéatose pure, qui va toucher 80% des sujets, et d'autre part, la stéatohépatite, également appelée NASH pour non-alcoolic stéatohépatitis, qui va, elle, toucher 20% des sujets soumis aux facteurs de risque qui génèrent ces maladies. Très bien. Quels sont les chiffres qui peuvent illustrer l'ampleur du problème, à la fois dans le monde et en particulier en France ? Alors globalement, on estime que dans le monde et en France, 25% de la population serait touchée par une stéatopathie métabolique. Évidemment, il y a certaines disparités à travers le monde, puisque certaines régions du monde sont moins touchées, comme en Afrique, environ 15% de la population, et par contre des régions sont à forte prévalence, comme l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, avec 30% de la population qui aurait une stéatopathie métabolique. Donc des disparités ethniques qui pourraient être expliquées par des polymorphismes géniques, mais peut-être également par des disparités en termes de prévalence de l'obésité. Est-ce qu'on voit des corrélations? Alors absolument, il faut savoir que les stéatopathies métaboliques sont en fait une pathologie complexe, de même que l'obésité. De multiples facteurs génétiques et environnementaux sont impliqués. On sait par exemple qu'il y a proportionnellement de sujets obèses en Asie et que pourtant la prévalence des stéatopathies métaboliques est chez eux tout à fait significative. Très bien. Une forme particulière, la stéatohépatite chez des patients qui ne sont pas obèses, alors que classiquement on décrit que la stéatopathie métabolique est la manifestation au niveau hépatique du syndrome métabolique. Tu peux nous en dire un mot? Alors c'est en effet une entité curieuse, c'est un piège diagnostique qui peut être redoutable pour le clinicien qui recherche la cause d'une perturbation inexpliquée du bilan hépatique. En effet, on associe classiquement les stéatopathies métaboliques à la présence d'un syndrome métabolique et qui comporte notamment la présence d'une obésité. Or, il se trouve que 5 à 15% des sujets minces peuvent avoir une stéatopathie métabolique. Et c'est vrai en Occident comme dans les pays asiatiques. Et je vous rappelle que les seuils d'obésité et de surpoids ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on parle ici de sujets qui ont un BMI inférieur à 25 en Occident et inférieur à 23 en Asie. Donc le message, c'est que pour un clinicien confronté à cela, il faudra traquer les éléments cliniques et biologiques en faveur d'une insulinorésistance qui peuvent générer, par différents mécanismes encore mal connus, ces anomalies, même s'il n'y a pas d'obésité en tant que telle, ni même parfois de surpoids. Est-ce qu'on peut évoquer aussi un polymorphisme génique qui pourrait expliquer l'apparition de cette ligne NASH ? Absolument, ça fait une dizaine d'années qu'on a découvert le polymorphisme de PNPLA3 qui participe à l'apparition de stéatose hépatique indépendamment de la présence d'une insulinorésistance. Il pourrait être impliqué dans ces formes particulières. Il est également présent dans des formes classiques où une insulinorésistance est en plus présente. Vous voyez que le tableau est assez complexe. Donc, je reviens aux données épidémiologiques en France. L'obésité représente quel pourcentage de la population? Alors, sur les chiffres 2012, on avait 15% de nos concitoyens qui étaient obèses, dont 1% d'obèses morbides et 32% qui étaient en surpoids. Donc, c'est tout à fait considérable. Ces chiffres sont retrouvés au niveau mondial. On estime qu'il y a environ 600 millions d'adultes qui sont obèses et 100 millions d'enfants. Donc, vous voyez, entre 10 et 15% de la population mondiale qui est obèse. Et il y a possiblement 20 à 30% de surpoids. Donc, c'est vraiment une épidémie qui est globalement croissante à travers les différents pays du monde, qui est bien sûr, là encore, hétérogène selon certains pays. 30% d'obésité aux États-Unis et moins dans les pays africains et en Asie, 5 à 10%, mais une prévalence qui augmente régulièrement. Très bien. Est-ce qu'on peut tracer des estimations ou des projections en termes de coûts dans le monde ou en France ? Eh bien, effectivement, il y a une étude américaine qui a récemment évalué ces coûts aux États-Unis et dans 4 pays européens, dont la France, et les coûts sont tout à fait colossaux, puisque l'estimation est à 75 milliards d'euros par an en France pour le coût de l'ensemble de ces pathologies, et à titre individuel, pour un sujet donné, 5 000 euros par an.
Alors maintenant, on va se concentrer sur les stades les plus tardifs, les plus sévères des stéatopathies métaboliques. Est-ce qu'on a des données de prévalence ou d'incidence pour ces formes sévères, donc la cirrhose compensée ou la cirrhose décompensée? Eh bien oui, une étude américaine, là encore, sur un beau registre américain, a montré que globalement, 15% des patients avec une cirrhose compensée ou décompensée avaient une NASH comme moteur de lésions hépatiques. Et par rapport aux autres étiologies, ça se situe comment? Alors c'est en croissance régulière par rapport à l'hépatite C et maladies alcooliques du foie qui sont devant, mais dont la proportion tend à baisser au profit des NAFLD. Donc si on regarde sur l'évolution sur les 10 dernières années, c'est la cause métabolique qui va prendre le dessus sur l'hépatite C? Alors c'est possible. Alors on sait que la stéatopathie métabolique est la première cause d'anomalies biologiques hépatiques dans le monde. Ce n'est pas la première cause de maladie hépatique puisque d'autres facteurs plus agressants comme l'hépatite C ou l'alcool jouent un rôle prépondérant, mais on voit en tout cas une augmentation régulière de sa prévalence. Très bien. En termes de prévalence et d'incidence du carcinome hépatocellulaire? Eh bien, là encore, on a les données américaines qui montrent qu'environ 15% des carcinomes hépatocellulaires seraient développés sur une NASH. Est-ce que le carcinome hépatocellulaire sans cirrhose est fréquent pour les causes métaboliques? Et il est fréquent et c'est également encore un piège diagnostique qu'il faut connaître puisque sous nos contrées occidentales, eh bien, la NASH serait la première cause de carcinome hépatocellulaire sans cirrhose. Dans les pays d'Asie du Sud, c'est l'hépatite B qui peut donner de telles situations et ce qui pose d'ailleurs des problèmes de dépistage que nous n'avons pas encore réglés et qui est l'un des enjeux de recherche future. Très bien. Et en termes de transplantation, où est-ce que se situent les stéatopathies métaboliques dans les indications de transplantation? Alors si en France l'indication est encore minoritaire, aux États-Unis elle apparaît comme la deuxième cause de transplantation hépatique derrière l'hépatite C et tout près des maladies alcooliques du foie. Et cette croissance est régulière depuis plus de 5 ans. C'est vraiment une lame de fond. Les projections en feraient d'ici 10 à 15 ans la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Alors, je vais revenir sur la première question qui était la terminologie des stéatopathies métaboliques. Tu l'as dit, c'est un terme qui est exclusif sur l'alcool, alors que dans la pratique clinique, on se rend bien compte que très fréquemment, il y a une consommation définie comme excessive d'alcool, donc au-dessus de 30 grammes par jour pour les hommes ou 20 grammes par jour pour les femmes, mais qui reste relativement modérée, autour de 50-60 grammes par jour. Comment prendre en compte la stéatopathie métabolique en France, compte tenu de ce bruit de fond de l'alcool? Alors c'est une question que beaucoup de cliniciens se posent, elle est très pertinente. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de données épidémiologiques pour répondre précisément à l'ampleur de l'impact de chacun de ces facteurs de risque sur les lésions hépatiques. De façon pragmatique, je pense qu'il est important quand on est confronté à un patient chez lequel on suspecte une stéatopathie métabolique de systématiquement rechercher les comorbidités hépatiques, prise d'alcool, de quelque niveau qu'elle soit, et atteinte virale et autres causes classiques d'atteinte hépatique. Il est recommandé, au niveau des recommandations européennes, de limiter au maximum possible la consommation d'alcool chez les patients ayant une stéatopathie métabolique. Il y avait quelques papiers récemment publiés qui semblaient montrer qu'une consommation modérée pourrait protéger. En fait, les données plus récentes montrent que ces données ne semblent pas très solides et donc il faut quand même être assez prudent pour l'instant. Et par contre, il ne faut aucune consommation d'alcool lorsqu'il y a une cirrhose NASH. Bien sûr. Maintenant, on va terminer avec les populations à risque. Est-ce que tu peux nous donner d'une part les facteurs de risque de développer une stéatopathie métabolique et les maladies associées à ces stéatopathies métaboliques? Alors, de façon caricaturale, on dit que ces maladies sont l'expression hépatique du syndrome métabolique et donc l'obésité, en particulier abdominale, qui s'associe volontiers à la présence d'un diabète de type 2, une dyslipidémie avec l'élévation des triglycérides et la baisse du HDL cholestérol et l'hypertension artérielle sont des cofacteurs fréquemment associés qu'il faut rechercher et qu'il faut prendre en charge de façon spécifique. Il faut rappeler également que ces patients vont mourir en premier lieu de complications cardio-métaboliques, en deuxième lieu de cancer et en troisième lieu des maladies d'origine hépatique. Et donc une prise en charge proactive de ces différents domaines avec différents spécialistes est tout à fait important. De façon caricaturale, un homme de plus de 50 ans, obèse, diabétique, est un patient tout à fait à risque d'avoir une NASH. Bon, merci Rodolphe de nous avoir exposé ces données épidémiologiques. On retiendra une prévalence de 25% de stéatopathie métabolique dans le monde et en France. 3% de la population générale serait au stade de stéatohépatite. Attention à la forme particulière de la lean NASH, donc de la stéatopathie métabolique chez le sujet non obèse, qui ne doit pas être négligée.
On comprend maintenant pourquoi on déploie tant d'énergie dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques, dans l'identification des nouveaux marqueurs diagnostiques, pronostiques et dans les cibles thérapeutiques. Merci Rodolphe. Merci Maëva.